Bien, alors, à présent, nous entamons le chapitre 4, et pour ce chapitre, nous allons faire un petit pas de côté pour parler un peu d'énergie. Et nous allons commencer par le traitement de l'énergie électrique, et puis nous généraliserons, nous admettrons quelques formules, pour ensuite évoquer la question de l'énergie électromagnétique associée au champ E et au champ B. Nous en profiterons également pour faire quelques rappels de première année. Voilà pour le programme de ce chapitre. Alors, pour démarrer, il faut toujours aller du simple au compliqué. Nous allons commencer par nous choisir un univers primordial totalement vide. Il n'y a rien, absolument rien. Et nous sommes le démiurge de cet univers. Nous allons commencer par apporter une toute première charge électrique, Q1, que je note ici au tableau, qui correspond en fait à la question suivante. Voilà, je suis démiurge, je suis situé aux confins de cet univers primordial et j'apporte et je dépose Q1 à cet endroit. Est-ce que ça me coûte quelque chose? La réponse est non, ça ne me coûte rien, parce que comme l'univers est totalement vide, la charge n'est en interaction avec rien du tout, et donc il n'y a aucune force qui s'oppose au fait que je viens la déposer depuis le confin de l'univers jusqu'à cette position-là. Pas d'énergie. Et puis maintenant, je continue mon travail de démiurge, je vais en déposer une deuxième, Q2. Alors pour Q2, il en va différemment, parce que je pars du confin de l'univers, et puis, gentiment, je l'amène, tranquillement, et puis, à un moment donné, elle rentre dans l'influence de Q1, et la force que Q2 subit de par la présence même de Q1, c'est évidemment une force de Coulomb. Et là, il faut maintenant s'interroger sur la définition de l'énergie, du système qu'on va fabriquer, c'est-à-dire Q1 en présence dans la proximité de Q2, ou Q2 dans la proximité de Q1. Alors, il faut faire une toute petite digression, imaginer un ressort pour bien comprendre en quoi consiste cette énergie, et puis on prend un ressort initialement dans sa longueur à vide, donc il n'a pas d'énergie, L0. Puis moi je suis ici, et j'exerce une force extérieure sur ce ressort, j'exerce une force extérieure sur ce ressort, là évidemment du coup, puisque je pousse, je vais le comprimer. Alors, on est d'accord que je donne de l'énergie au système. Quand le ressort sera comprimé, si je le libère, il sera capable, par exemple, de pousser une petite balle ou peu importe. Donc, je lui donne de l'énergie. Et cette énergie est définie comme étant le travail depuis la position initiale jusqu'à la position finale de la force extérieure que j'applique, scalaire dl. Donc c'est exactement cette définition que nous allons utiliser, sauf que, bien sûr, ici, la force d'interaction, ce n'est pas une force de raideur d'un ressort, mais c'est une force de Coulomb. Donc il faut bien comprendre la problématique suivante. Je fais le bilan des forces qui s'exercent sur ma particule. J'ai d'une part la force extérieure que moi, en tant que démiurge, j'exerce, et la force de Coulomb. Alors, il faut faire une hypothèse. En fait, sur les signes respectifs de Q1 et Q2. Et je vais faire l'hypothèse que les particules sont de même signe, si bien que la force de Coulomb est répulsive. C'est une hypothèse. On va la garder pour toute l'étude, mais je vous invite à refaire tous ces calculs pour les reprendre, pour bien les assimiler, par exemple, faisant l'hypothèse inverse, faisant l'hypothèse de force attractive, auquel cas, la force que vous exercez va évidemment être, vous allez retenir la particule. Alors, on fait une hypothèse supplémentaire qui est importante. C'est une hypothèse très classique en physique, qu'on retrouve par exemple beaucoup en thermodynamique. C'est l'hypothèse de transformation quasi-statique. C'est-à-dire que, en fait, on va exercer une force
telle que, en permanence, F extérieur plus force de Coulomb égale 0. Ça veut dire qu'on fait une transformation très très lente qui consiste en une succession infinie d'états d'équilibre de la particule. Alors en thermodynamique, on connaît bien cette question-là, ça suppose que la transformation soit suffisamment lente, parce que c'est associé à la problématique de la réversibilité de la transformation. Donc maintenant qu'on a défini tout ça, on peut écrire, avec la définition de tout à l'heure, l'énergie, on va l'appeler W1, W1, qui est égale au travail de cette force extérieure fois dl, lorsque on part de la position initiale, le confin de mon univers, jusqu'à une position qui correspond à R12, que je vais définir comme étant la distance finale entre les charges 1 et 2. Voilà mon calcul à faire. Et ça me donne, je suis obligé de décaler un petit peu, puisque mon système est dans un état permanent d'équilibre, ça veut dire que la force extérieure est égale à moins la force de Coulomb, de manière à ce que la somme des deux soit nulle. Ça veut dire que j'ai ici la somme depuis l'infini à R12 de moins la force de Coulomb, scalaire dl, et je peux encore poursuivre un petit peu le calcul en disant que la force de Coulomb que subit la particule Q2 correspond à Q2 que multiplie le champ électrique dans lequel elle baigne, et ce champ électrique dans lequel elle baigne, c'est le champ qui est créé par une particule ponctuelle de charge Q1. Je vais l'appeler juste E, parce qu'ici, il n'y a pas d'ambiguïté, donc je l'appelle juste E. Et puis, on intègre entre les deux bornes. Voilà, alors, pour l'instant, rien de très difficile. Ici, il faut convoquer un rappel du cours de première année, enfin le premier cours d'électromagnétisme que vous avez suivi. Vous reconnaissez peut-être une forme assez classique. Hein, c'est un rappel, je vais le mettre ici en haut à droite, rappel. En électrostatique, le champ électrique dérive d'un potentiel. Ça, c'est la définition différentielle, un peu comme divergence E égale ρ sur epsilon 0. Vous avez une forme différentielle de la relation champ-potentiel qui est E égale moins gradient V. Et la formule intégrale, c'est la variation de potentiel qui ne dépend pas du chemin suivi, est égale à moins E scalaire dl entre une position initiale et une position finale. Et il faut bien comprendre que c'est toujours la même problématique, forme différentielle, forme intégrale. Il n'y a ni plus ni moins d'informations dans l'un que dans l'autre, c'est juste une question de reformulation. Alors ici, si je reprends la formule précédente, on met bien en évidence, à Q de près, en fait, une intégrale de circulation du champ électrique. Et en plus, on a le signe moins comme dans la relation champ-potentiel écrite sous forme intégrale. Ça veut dire que finalement, mon énergie de tout à l'heure, W1, je peux réécrire, somme de l'infini à R12 de moins Q2 qui multiplie E scalaire dl. Ça me donne, alors Q2 évidemment, c'est un simple scalaire, je peux le sortir de l'intégrale. Et là, je vais avoir somme de l'infini à R12 de moins E scalaire dl. Et ça, c'est le fameux delta V. Alors, il faut préciser, c'est quoi comme variation de potentiel? C'est le potentiel que j'ai à l'état final, à l'arrivée, qui correspond à la position R12, moins le potentiel que j'ai au départ, c'est-à-dire
V à l'infini, puisque je suis parti du confin de mon univers primordial. On va faire l'hypothèse que, ici, enfin l'hypothèse, c'est pas vraiment le terme, c'est une problématique de définition du potentiel à l'infini, puisque les potentiels sont toujours définis à une constante près. L'hypothèse qu'à l'infini, le potentiel est nul, ou disons, on définit cette constante d'intégration moyennant un potentiel nul à l'infini, et du coup, on obtient finalement notre formule définitive pour ce système de deux charges. On va complexifier ensuite le système, qui est que l'énergie stockée, c'est Q2 fois V R12. Et convoque également un résultat de première année ou de premier cours d'électromagnétisme, qui est que le potentiel qui est créé par une charge ponctuelle, parce que c'est bien ça dont il s'agit, V, c'est le potentiel dans lequel baigne Q2 à la position R12. Donc c'est le potentiel que voit Q2, potentiel créé par la charge ponctuelle Q1. Et si vous reprenez vos cours de première année, vous vous souviendrez que ce potentiel créé par une charge ponctuelle, c'est Q1, la charge qui crée le potentiel, divisé par 4pi epsilon 0 fois la distance à laquelle on se place, c'est-à-dire en l'occurrence R12. Voilà donc un premier résultat. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de le retenir par cœur, encore que il est très facile à retrouver. Les deux égalités sont importantes. On peut encore commenter pour vraiment garantir qu'on a bien compris. L'énergie du système, c'est Q2 que multiplie le potentiel vu par la charge Q2, potentiel créé par la charge Q1, qui en tant que particule crée Q1 sur 4pi epsilon 0 R12. Une remarque unique pour ce premier paragraphe, qui peut sembler être une remarque de détail, mais qui est quand même relativement importante. Donc je répète, on a assemblé un système de deux charges, Q1, Q2, qui sont séparées par la distance R12, et on a dit que le système possède, par construction, une énergie W1 qui est égale à Q1, Q2 sur 4pi epsilon 0 R12. Il faut bien comprendre que ce système n'est pas stable. Parce que si, par exemple, les particules sont de même charge, c'était notre hypothèse de tout à l'heure, mais les forces de Coulomb sont répulsives, donc elles vont partir. Elles vont s'éloigner l'une de l'autre. Si les charges sont opposées, elles vont continuer à s'attirer, elles vont accélérer l'une vers l'autre pour se rencontrer. Donc, si on voulait définir un tel système physique existant, ça supposerait qu'il y ait d'autres interactions qui permettent l'équilibre, parce que les forces électrostatiques à elles seules ne garantissent pas l'équilibre. Mais peu importe, on peut quand même définir l'énergie électrique qui est liée à la force de Coulomb du système, quand bien même il est un peu hypothétique et incomplet. Voilà. Ça, c'est important à préciser parce que la question peut se poser et peut détourner l'attention du problème d'énergie électrique. Donc je voulais absolument que ça soit bien clair pour tout le monde.